Bonjour Marc Bauer, Bonjour. merci de nous accueillir au FRAC pour le démarrage de cette exposition qui malheureusement, probablement va pendant de longues semaines rester invisible au public en raison de la crise sanitaire. On est ici vraiment au point de départ de cette exposition. Comment est-ce que vous en parleriez de ce point de départ? Nous sommes entourés de trois de vos œuvres assez imposantes. Oui, donc il y a deux travaux qui sont des dessins muraux, donc c'est du fusain à même le mur. Et la première image que l'on voit est réalisée d'après une photographie qui avait été publiée dans Le Parisien en 2018 et qui représente le sauvetage par l'Aquarius d'un bateau, je ne sais pas comment on le dit. En perdition. Oui, en perdition, et donc ils ont sauvé 600 et quelques, 650 personnes migrantes. Et donc c'était à l'époque où, après ce sauvetage, Salvini, le Premier ministre italien avait décidé de fermer les ports en Italie, et donc il y avait eu aussi une longue errance de ce bateau en mer Méditerranée. D'ailleurs, fait pour lequel il a été jugé par la suite. Oui, exactement. Oui. Cette thématique de la migration, ces sujets d'actualité qui tournent autour de la migration et des migrants, vous a vraiment servi de carburant pour la constitution de cette exposition? Oui, en fait, j'ai commencé ce travail donc, en découvrant cette image dans la presse et en me demandant pourquoi je n'étais pas plus en empathie avec cette iconographie. Et j'avais l'impression que j'avais quelque chose dans l'image qui me poussait, qui me laissait sur le côté. Et ensuite, en fait, cette exposition est le résultat de cette recherche pour voir comment les images, même d'une manière inconsciente qu'on absorbe, définissent nos modes de pensée. Et vous faites résonner ou dialoguer les images les unes avec les autres en vous servant des murs d'exposition ici. Vous dessinez, on peut le dire aussi, très rapidement, à même le mur sur certaines de ces œuvres. Oui, voilà. Donc ici, il y a des dessins sur papier. Ils sont tous au crayon gris et des dessins muraux, donc du fusain directement sur le mur. Et comme vous venez de le dire, ce qui est important pour moi, c'est surtout la relation entre les différentes images. Comment elles fonctionnent et comment elles... c'est un peu comme un film avec des images fixes. Il y a vraiment un travail de montage et comment ces différentes images s'éclairent les unes les autres. On est par exemple derrière les migrants embarqués dans le bateau de sauvetage et puis on se retourne et on est face à eux finalement, c'est ça? Oui, en fait, là, il y a trois images qui en fait ouvrent en fait trois thématiques qui vont se retrouver dans toute l'exposition. Donc il y a la crise migratoire, la politique avec la montée du populisme, et puis de ce côté-là, c'était un travail que j'avais fait pour Athènes en 2019 qui était sur les crises de la dette grecque. Et là, le dessin mural est un grand dessin mural qui prend tout le mur. Et le point de départ était un film style du film Metropolis, quand les ouvriers descendent dans la mine. Et il y a vraiment ce côté de soumission à un système. Donc ces trois images s'éclairent mutuellement. Et ce qui vous fait positionner des ouvriers en cours de transfert au fond de la mine face à Karl Marx. Oui, exactement, parce qu'en fait, ce dessin où il y a un monument de Karl Marx, c'est le monument de la ville de Chemnitz qui s'appelait Karl Marx Stadt, donc ville de Karl Marx, en ancienne RDA. Et c'est aussi... il y avait eu ces émeutes organisées par l'extrême droite à la suite d'un meurtre. Il y avait une rumeur qui avait couru que c'était des migrants qui avaient perpétré ces attaques, et donc il y avait eu des émeutes organisées par des groupes néo-nazis. Donc en fait, il y a plein de correspondances assez directes entre Karl Marx, comme vous l'avez dit, et puis tout d'un coup les ouvriers de la mine du film de Fritz Lang. Question d'Aline de la rédaction du Chantier. Quelle lecture voulez-vous éveiller chez vos spectateurs? Oui, donc je pense que j'utilise normalement des images que les gens connaissent.
Donc, même s'ils n'ont pas vu le film de Metropolis, souvent, elle a été tellement citée, cette image, qu'ils l'ont en tête. Et c'est vraiment, avec le dessin, de faire une sorte de pause sur ce flux d'images et qu'on puisse les redécouvrir et les reconnecter d'une manière différente. Donc, en fait, je pense que c'est bien si le spectateur se laisse un peu imprégner, puis commence des associations libres et de voir où ça le mène avec ses propres souvenirs, avec sa propre histoire. Et il navigue comme ça entre les différentes images. Vous essayez de comprendre aussi ce qu'elles vous font à vous, ces images. Vous disiez tout à l'heure que vous ne saviez pas pourquoi vous restiez un peu froid, probablement, parfois comme probablement nous toutes et nous tous, face à des images que l'actualité charrie, des images parfois dramatiques. Oui, donc en fait, en partant de cette image-là, je me suis intéressé au thème des gens, des groupes de personnes sur les bateaux. L'image des migrants secourus. Oui, voilà. Donc à travers l'histoire et l'histoire de l'art, on verra ce travail un peu plus loin dans l'exposition, qui représente 6 dessins, là c'est sur papier, et il y a, on se rend compte que ces groupes de personnes sur les bateaux ne sont jamais vraiment neutres, c'est soit des assassins, soit des fous, soit des esclaves, soit des prisonniers, donc c'est pas vraiment des gens comme vous et moi. Et donc, je pense qu'on absorbe ces images et quelque part, on utilise les codes de ces images-là pour voir toutes les images qui se rapportent à ces mêmes thématiques. Et donc, on a une sorte de préjugé inconscient dès qu'on voit une image de ce type. L'actualité charrie donc un certain nombre de contre-vérités, finalement. Oui. Et je pense que les images ont un énorme pouvoir là-dedans et qu'il faut vraiment les re-questionner et les recontextualiser et donc aussi faire un travail comme ça pour remettre ça en évidence. On continue ? Donc là, on a une série d'ex-voto. Peut-être on peut dire aussi que dans l'exposition, j'ai copié les images. Je n'ai pas vraiment inventé de nouvelles images. Et là, j'ai sélectionné des ex-voto. Donc, c'est ces peintures qui étaient commanditées par les rescapés d'un naufrage pour remercier Dieu d'être encore en vie. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'était aussi des témoignages de cet événement dramatique qu'est le naufrage. Et elles ont aussi un pouvoir d'exorcisme par rapport à ce trauma, mais aussi de talisman comme pour protéger d'un futur naufrage pour les pêcheurs. Et puis ce qui me plaisait aussi, c'est qu'elles ont un côté très très naïf, qui donne une sorte de grande honnêteté à ce témoignage. Donc entre la condition humaine et l'aberration humaine, qu'est-ce qui vous questionne le plus au travers de toute votre œuvre ? Oui, en fait, c'est comment je crois que ce qui questionne aussi par rapport à cette exposition, c'est finalement l'aberration et l'absurdité. On est né dans un côté ou de l'autre de la Méditerranée, on a des expériences complètement différentes, on est perçu d'une manière complètement différente, alors que personne n'est responsable de là où il est né. Donc c'est ça qui est peut-être assez bizarre en fait, que cette donnée biographique a une telle importance après sur le destin individuel des gens. On évoquait tout à l'heure la question des représentations médiatiques, parce que vous travaillez sur l'image, évidemment, on parle de représentation médiatique. Est-ce que vous qui êtes suisse et qui voyagez pour notamment votre travail, vous percevez des différences dans la façon dont ces images sont comprises, sont captées en fonction peut-être des pays dans lesquels elles sont diffusées ? En fait, il n'y a pas une grande diversité de réception de ces images, parce que malgré tout, partout en Europe, il y a des instrumentalisations politiques par rapport à ces images-là, et c'est toujours les mêmes partis populistes de droite qui s'emparent de ces sujets et qui essayent de terroriser tous les autres avec cette image de la horde, des gens qui vont nous envahir et
détruire je ne sais quoi, nos valeurs, nos je ne sais quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment partout en Europe, que ce soit en Europe de l'Est, ou anciennement Europe de l'Est ou en Europe de l'Ouest. Je pense que le moyen d'essayer de contrer ça, c'est de faire cette pause et d'essayer de re-questionner tout ça et de voir que ça a toujours existé, l'immigration, et on est le produit de cette immigration constante aussi. C'est une forme d'arrêt sur image, du coup, que vous proposez un peu à votre manière? Oui, parce que je crois que le dessin, comme c'est un médium lent pour créer une image, eh bien, je crois que le spectateur le perçoit quand il regarde le dessin, que ces images sont faites lentement. Et donc, la réception se fait aussi d'une manière différente qu'une photographie. On arrive dans une autre pièce de l'exposition qui vous est consacrée, au FRAC, Marc Bauer, avec là encore des dessins, là encore du fusain. On est depuis tout à l'heure dans le domaine du fusain et du crayon. Là, on est aussi entre les deux? Oui, là, on est au crayon gris et puis là, au fusain. Et là, en fait, c'est la même image qui était dessinée à même le mur dans la première salle, mais elle a été coupée en 4 plus petites images. Et en faisant des associations, je fais une sorte d'analyse thématique de ces images. Donc la solitude avec ce personnage qui est seul sur le bord du bateau, qui a une association avec un homme sur la Lune. Je voulais, comme la photo a été prise de nuit, la mer est comme un trou noir, et je voulais avoir cet univers très, très, comment on dit, invivable, des conditions pas possibles. Et ensuite, il y a ce groupe de personnes, donc les personnes migrantes en fond de cale. Et là, j'ai fait des associations avec plusieurs autres groupes de personnes. Donc, il y a en haut à gauche un groupe tzigane au début du siècle, des saints dans un monastère en Roumanie, un groupe de personnes juives qui va être déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis l'image qu'on a vue en grand dessin mural de Métropolis avec ce groupe d'ouvriers qui descendent. De l'autre côté, il y a une association avec des casques et l'idée du soldat ou du policier. Et puis en bas, les personnes sur ce bateau de sauvetage, ils ont des combinaisons. Et donc cette idée de prendre soin, mais en n'étant pas contaminé ou contaminant. Et donc ils ont des sortes de combinaisons avec des masques pour se protéger ou protéger les autres. C'est ambigu. On a au bout du compte, et on est encore loin de la fin de cette exposition, mais une vraie réflexion sur la nature humaine aussi et sur nos façons de fonctionner, qu'on soit d'un côté ou de l'autre d'une frontière, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'histoire aussi. Oui, je crois que c'est vraiment ça. Il y a ces deux côtés, et que prendre soin de quelqu'un, c'est aussi quelque part créer une distance, bizarrement. On le vit maintenant tous les jours avec les masques. Donc c'est vraiment cette ambiguïté entre ce qu'on peut faire, ce qu'on est, comment on perçoit les choses, et cette étanchéité des affects finalement, d'une expérience ou d'une autre. Et là, donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cet atlas avec plusieurs images de personnes sur les bateaux. Il y a un art égyptien, Ulysse, sur un vase grec, la grande vague de Kouzaï, le radeau de la Méduse de Jéricho, des esclaves sur un bateau en 1860, et puis la barque de Dante de la Croix. Et je me disais que, à leur manière, chacune de ces images apporte un témoignage différent sur ce rapport entre ceux qui sont sur le bateau et le spectateur. C'est un peu le bateau comme viatique aussi, probablement? Oui, je crois que c'est le bateau comme... oui. Et puis aussi comme peut-être comme une île, comme une petite coque au milieu
dans des airs ou dans... Ouais, ça me fait penser maintenant, on oublie aussi souvent à quel point la mer est dangereuse. Et que dans toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours été extrêmement dangereux de se confronter à la mer, que ce soit pour se sauver d'un pays, pour aller conquérir un autre, pour trouver des ressources, etc. Le voyage est toujours, l'issue du voyage est toujours incertaine. Et la mer n'est pas qu'une frontière. Oui, c'est ça. Elle est en elle-même un environnement ouais, vraiment dangereux et qui... C'est toujours... ouais, comment dire? Se confronter à ça, c'est toujours... L'issue est toujours totalement inconnue. Votre art est très, très beau déjà, et donc est accessible à des personnes qui ont accès à l'art assez facilement, plus facilement que des gens qui n'auraient pas accès à cet art du tout. Est-ce que vous comptez faire des expositions dans des lieux où ils puissent s'approprier vos peintures, vos dessins aussi? Oui, normalement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que comme vous dites, tout le monde peut entrer dans ce travail. Je crois qu'il y a des portes d'entrée différentes. Donc on peut entrer par rapport à sa propre histoire, ou parce qu'on reconnaît une image, ou parce que la thématique nous touche, ou d'autres idées. Mais malgré tout, on n'a pas besoin d'avoir un... C'est plus il faut juste une attention pour regarder ces images et se laisser porter par l'image pour commencer à faire des associations et puis commencer à se souvenir d'autres images qu'on a vues. Mais bon, je trouve que, par exemple, là, en exposant dans un FRAC, je trouve quand même qu'il y a un énorme travail de pédagogie qui font les FRAC maintenant, depuis longtemps déjà. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment des lieux ouverts et conviviaux. Donc, peut-être qu'il y a des gens que ça stresse ou que ils sont un peu angoissés en se disant je vais voir de l'art contemporain, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un énorme effort fait par les institutions pour accueillir les gens, leur donner les renseignements qui peuvent les aider à vraiment comprendre et s'émouvoir des œuvres. Donc, ouais, je trouve que c'est des bonnes institutions pour ça. Faisons un essai peut-être, si Aline voulait bien nous décrire l'œuvre et peut-être ce qu'elle provoque chez vous, et puis on verra après avec Marc Bauer s'il y a quelque chose qui fonctionne et qui match. Alors moi, cette œuvre-ci que j'ai en face de moi, elle m'évoque beaucoup d'angoisse, parce qu'on voit quand même beaucoup de personnes au milieu de l'eau. Au milieu de l'eau, je vois ce blanc, ce tissu blanc qui se dégage des eaux, du ciel. Et là, je ne le comprends pas, si Marc peut me l'expliquer. Je ne comprends pas tout à l'art, hein. Mais par contre, je trouve ça sublime. J'aime ce contraste de noir et blanc, gris, c'est très beau. Ça parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est angoissant. C'est une image où on a l'impression que vraiment, on se sent à la place on se sent presque à la place des personnages en fait. On peut ressentir ça, du moins. En tout cas, c'est ce que je ressens. On pourrait aussi y voir une baignade avec des jets d'eau qui viendraient agrémenter un bassin de type piscine municipale. Bon, mais c'est vrai qu'il y a une ambivalence. Oui, c'est ambivalent en fait, parce que moi, je suis parti d'une idée de course de natation dans un lac ou dans la mer. Donc on voit au premier plan les personnages, ils ont pied, ils ont l'air d'être debout dans l'eau. Et puis ensuite, il y a effectivement cette course, les personnages nagent et ils deviennent de plus en plus petits alors qu'ils s'approchent de l'horizon où on voit peut-être des bâtiments. Et c'est vrai qu'il y a ces grands traits de lumière qui arrivent dessus. On ne sait pas vraiment si c'est
des trompes d'eau, si c'est de la lumière, si c'est, vous avez dit voile, des voiles, c'est très ambigu. Mais c'est vrai que cette image fonctionne un peu en deux temps, avec un premier plan qui pourrait faire penser à une baignade et une deuxième partie qui est beaucoup plus angoissante. Et dans ce contexte-là de naufrage et de toutes les images qu'on a vues, on a de la peine à pas faire le rapprochement. Donc en fait, je pense que si je faisais le même dessin dans un autre contexte, elle serait beaucoup moins angoissante. Mais là, un côté anxiogène dans cette histoire-là. Et oui, en fait, je cherchais une image pour faire... ma première idée, c'était de faire un bateau, de faire une épave de bateau. Et en regardant Facebook, ma tante a participé à une course de natation à Genève, et donc cette image m'est restée en tête. Excusez-moi. Oui, on pourrait même croire, il faut vraiment avoir de l'imagination, mais là, les étendues de blanc, on pourrait même croire que Dieu leur lance un message leur disant « Vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas, vous avez les berges en face et vous allez y arriver ». Donc il y a plusieurs interprétations en fait à votre tableau, quoi. On peut y voir beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Il y a la berge, donc on a de la peine à savoir la distance, mais c'est pas qu'ils sont en pleine mer. Donc oui, c'est vrai qu'il y a... Malgré tout, ça ne devrait pas être une image si angoissante que ça. Dans ce contexte, elle le devient, mais... On avance dans l'exposition de Mark Bauer au FRAC. Avec là quelque chose, pour le coup, de très angoissant. On a un diptyque ici qui est terrifiant. Oui, là c'est un peu dramatique, parce que c'est deux images. Une qui est la plus grande de l'exposition sur papier, qui fait 2 mètres sur 1 mètre 40, et qui représente une vente de migrants en Libye, qui étaient des images qu'on circulait sur CNN. Et donc j'ai redessiné ce moment où on voit une main qui pointe un personnage autre champ, c'est donc une vente aux enchères de personnes migrantes, et le sous-titre c'est Auctions, donc vente aux enchères, Migrants sold for $400, donc migrants vendus pour $400. Et c'est aussi le seul portrait de l'exposition. Et à côté de ce grand dessin, il y a une image plus petite, qui est une gravure du massacre de Zong. C'était un bateau qui s'occupait de faire la traite des esclaves. Et l'équipage, à un moment, il n'y avait plus assez d'eau douce. Donc ils se sont dit qu'ils allaient balancer leur cargaison, les esclaves par-dessus bord. Ils ont tué comme ça 240 personnes. Et ensuite, ils ont demandé, comme ces bateaux la cargaison était assurée, ils ont demandé à l'assurance de payer en disant qu'il y avait une maladie à bord, et donc plusieurs esclaves n'avaient pas survécu. Et ça a été aussi une première arnaque à l'assurance de l'histoire. Et de voir ces deux images, une qui semble être une gravure, qui fait vraiment vieillot dans son style, et cette autre image des news de CNN fait un clash assez violent entre la même réalité finalement à quelques siècles de différence. Ouais, vous faites aussi dialoguer des éclats d'histoire, et vous vous positionnez vraiment dans un rapport au temps qui est très particulier également. Oui, donc c'est vraiment de faire des courts-circuits, d'entrechoquer les histoires. Ouais. Et c'est ce qui crée qu'il y a une sorte de dramaturgie. Je pense qu'on verrait l'image seule, quelle que soit la grande ou la petite, donc celle des migrants vendus maintenant ou celle du passé, on la verrait différemment qu'en les présentant les deux ensemble. On voit aussi à quel point rien ne change jamais. C'est vraiment à peine imaginable que ça puisse se passer il y a à peine un an, que ça se passe maintenant, probablement à l'heure où on parle.
À ce moment de l'exposition, j'ai une question pour vous, Marc Bauer. Comment est-ce que vos propres images, du coup, interagissent avec vous? Vous nous disiez tout à l'heure, au début de cette exposition, que vous aviez parfois du mal à ressentir le sentiment d'empathie par rapport à des images d'actualité qui vous arrivent et dont on est bombardé quotidiennement. Quand vous revisitez vos expositions, comme on le fait en ce moment avec vous, ici au FRAC, quel est le sentiment profond que parfois une station comme ça prolongée devant une de vos œuvres peut provoquer? En fait, c'est assez amusant parce que je passe beaucoup de temps évidemment à faire le dessin, mais une fois qu'il est fait, je passe au suivant et je ne prends pas tellement le temps de regarder ce que j'ai fait. Donc c'est très agréable de pouvoir déambuler comme ça assez lentement et de pouvoir se replonger dans le travail et d'être dans ce deuxième temps de la réception du dessin et pas dans le fait de devoir le faire. C'est deux choses totalement différentes. Et je pense que le format et l'image, quand je l'avais vue sur CNN, en fait, je l'ai vue sur mon téléphone en tout petit. Elle m'avait profondément choqué, mais de la voir en grande, je trouve que tout d'un coup, on voit le visage d'une manière différente. Il a une plus... Ouais, j'ai l'impression qu'on peut redonner un peu de l'espace, redonner un peu de l'ampleur et une possibilité pour la personne qui est représentée, un peu de temps, un peu de... Il n'est pas comprimé sur un écran de téléphone, où il n'est pas... tout d'un coup, il accède à quelque chose qui est en dehors du temps, je trouve. Et qui est pour autant toujours solidement inscrit dans l'actualité et dans la vérité. Oui, absolument. Je pense que c'est cette ambiguïté-là qui fonctionne bien. Je sais pas, pour le coup, j'ai l'impression que je pourrais la regarder beaucoup plus longtemps que si c'était une photographie. Et que je retrouve, en la regardant plus longtemps, je retrouve l'individualité de la personne et plus qu'hors fonction qu'est un migrant ou un policier ou un je ne sais quoi. Mais qu'on arrive à se reconnecter avec le fait que c'est juste une autre personne, un autre être humain et qu'on est tous pareils. Il vous paraît un petit peu plus libre peut-être de le voir en aussi grand format, cet homme? Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir un peu soulagé? Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Quoi, c'est le sentiment que j'ai peut-être... De l'avoir libéré peut-être? C'est beaucoup dire, mais au moins de lui avoir donné une chance d'être vu. D'être pas juste un fait constamment oublié. Mais tout d'un coup, il y a peut-être une possibilité comment dire, que cette réalité, elle soit vue, disons. Il y a une mémoire peut-être, ouais, voilà. C'est ça? Oui, qui puisse devenir une mémoire. C'est intéressant parce que c'est une autre des fonctions de l'image extrêmement importante. Oui, c'est vrai. Oui. Alors on n'a pas tout à fait fini cette exposition puisqu'il nous reste une salle à visiter. Ou même deux, ou trois. Oui, trois. Ouais. L'architecture ici est... Celle-là, elle est un peu difficile, mais... Là, c'est un travail qui avait d'abord été fait pour une chapelle en Bretagne, à Pontivy. Mais en fait, j'ai refait ce travail pour ici. Et ce qui m'intéressait, c'était l'iconographie des catholiques avec tous les massacres, les martyrs chrétiens, etc. Et comment l'histoire de la torture actuelle, si on pense à Guantanamo, Abu Ghraib, Daesh, etc., comment ces images violentes sont inscrites depuis tellement longtemps dans notre culture occidentale. Et donc, en fait, ça fonctionne un peu en palimpseste. Il y a des dessins qui recouvrent d'autres dessins, et donc ça va des chrétiens à tous ces différents images de torture qu'on a dans l'histoire de l'art, dans les nouvelles aussi. Donc on reconnaît, par exemple, là où il y a le massacre des innocents de Poussin, il y a, là c'était assez connu, cette image d'Abu Ghraib, de cette femme qui tire le prisonnier. Il y a des lynchages dans les années, aux États-Unis, les années 50.
Euh, oui, il y a toutes sortes d'images. C'est encore du fusain. Oui, là c'est du fusain sur toile. Mhm. Et puis là, il y a 2 dessins qui vont avec ce travail. Un, c'est un paysage de mer, donc de haute mer, on voit juste l'horizon et on a l'impression que la caméra a été... ça tangue et la caméra ou l'objectif a reçu des gouttes d'eau. L'image n'est pas très nette. Et à gauche, il y a un texte qui est écrit sur un autre texte et qui parle du fait que si les pays européens voulaient arrêter d'être complices des violations des droits humains et des tortures qui se font en Libye, il faudrait absolument fermer ces camps. Donc c'est un peu sur la non-action de l'Europe. C'est un travail plus ancien que j'avais fait, parce que j'avais déjà travaillé sur cette thématique en 2011. Et donc je trouvais intéressant de reprendre ces dessins qui datent maintenant d'il y a 10 ans. Et finalement, pas grand-chose a changé. Lampedusa est toujours une des premières stations pour les personnes migrantes. Et puis là, c'était plus sur l'idée du G7 à l'époque qui était à Heiligendamm en Allemagne. Et ils avaient fortifié la ville pour éviter les manifestations. Et en fait, le budget de pour fortifier la ville équivalait plus ou moins au budget d'aide qu'ils avaient alloué aux pays d'Afrique pour combattre ou aider à résoudre ces problèmes de migration. Et puis là, un dessin qui reprend un plan de Vauban, puisque ça a été le premier qui a créé en France toute cette ligne de défense avec plusieurs citadelles. Et on est toujours dans ces idées de barricades, en fait. Que ce soit Vauban au 18e ou le G7 maintenant, on est toujours finalement pour pousser les corps à mettre des barricades. Oui, toujours cette idée de frontière, de limite, de trait à ne pas dépasser, de limite à ne pas franchir, quoi. Oui, et là, c'est un peu l'absurdité où cette limite se retrouve dans la mer et elle est prolongée dans la mer pour être sûr que les gens ne puissent pas accéder ou nager trop facilement. C'est toujours tellement étrange de voir un pays désert avec une ligne au milieu qu'on ne peut pas franchir. Effectivement, ça nous rappelle des actualités multiples et des lieux multiples à travers le monde qui voient s'ériger les murs pour séparer finalement les humains. Oui. Oui, là on peut penser aussi au mur de Trump au Mexique ou mur en Israël ou le mur, je crois que c'était en Hongrie où ils ont... Pour refouler les migrants, ils ont fait aussi des murs avec la frontière. Oui. Quel est le point de départ de votre travail, de réflexion sur cette question de la migration? On a bien compris que le travail reposait beaucoup sur une analyse des images ou sur une réappropriation peut-être, ou un travail complémentaire à faire sur ces images de l'actualité, en allant en convoquer d'autres venus de l'histoire. Mais ce thème-là, il ne vient pas non plus par hasard, ce thème de la migration, ce thème de la séparation, de la limite, de la frontière infranchissable ou franchissable. Oui, je crois qu'en fait, dans ce thème-là, il y a tellement d'autres sujets qui s'entrechoquent ou se confondent. Il y a l'histoire de l'autorité, du pouvoir, de la politique, du ressenti de l'autre, de la création de sa propre histoire. Comment nous, qu'est-ce qu'on met finalement dans nos identités? Est-ce que je suis aussi italien, mais est-ce que je suis suisse ou italien? Ma famille a aussi, on verra dans le travail juste derrière, mon grand-père a émigré en Italie quand il était enfant, après la Première Guerre mondiale. Donc aussi dans mon histoire personnelle, je suis le résultat de mouvements de population. Et donc finalement dans ce thème de la migration, il y a un peu tout ça. C'est difficile après
quoi, c'est peut-être un des thèmes qui fédère le plus de questions qui nous sont tellement intimes en fait. C'est une façon pour un artiste aussi de se décomposer un peu, en tout cas d'essayer de se recomposer, de se re-questionner. Oui, probablement. Et puis aussi oui, je veux dire, je suis absolument comme tout le monde. Je suis pas meilleur que tout le monde, donc c'est aussi un effort tout le temps d'essayer de faire la part des choses. Et je pense que de pouvoir, le luxe que j'ai vraiment, c'est de pouvoir, pour un certain nombre de mois ou même d'années, là c'est 2 ans presque, de pouvoir s'arrêter, s'immerger dans un sujet, de pouvoir vivre avec ça, et puis de rechercher à mon rythme les réponses ou les questions qui m'intéressent. Vous l'avez vécu comment ? Comment vous en sortez ? On n'en sort peut-être pas indemne d'un sujet comme celui-là ? On en sort, on en sort triste quand on voit que rien ne bouge et que maintenant avec cette crise sanitaire, le corona, rien n'a été résolu et ça s'est empiré même. Donc il y a vraiment c'est désespérant. C'est aussi désespérant que les seuls partis politiques qui en parlent vraiment soient que des partis d'extrême droite, qu'il n'y ait pas de projet politique par rapport à ça, parce que finalement ça repose principalement que sur du racisme, le fait qu'on n'est pas capable d'accueillir ces gens. Ça, oui, c'est profondément désespérant, je trouve. On vient vous voir là aujourd'hui et on visite cette exposition au FRAC au lendemain de l'annonce de la dissolution d'un groupuscule ici en France qui s'appelait Génération Identitaire, qui a beaucoup fait parler de lui et qui s'est illustré notamment dans les frontières alpines. Est-ce que ça c'est un élément qui peut être de nature à réconforter sinon l'artiste, au moins l'homme que vous êtes ? Oui, c'est toujours un peu réconfortant quand ça va dans la bonne direction. Mais oui, non, ça pour sûr, c'est une bonne nouvelle. Mais ça paraît fou que ça ait pris si longtemps, parce que je crois que leur première action était il y a quelques années déjà. Mais oui, c'est réconfortant. Ambiance bande dessinée. Oui. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est une série, donc il y a 5 dessins muraux qui font un peu comme une bande dessinée ou un storyboard. Il y a des images avec des textes. Et c'est un peu une série plus personnelle, ce coup-ci autobiographique, un peu sur mon grand-père. Et puis aussi sur Salvini, on avait dit au début de cette visite qu'il avait fermé les ports en Italie. Et là, il y a une image d'une démonstration de la Liga del Nord avec Salvini, ti aspettavo. Salvini, nous t'attendons. Et en fait, on voit un portrait de Mussolini. Et il y a en Italie, où il y avait, en tout cas, parce que ça travaillait peut-être un peu plus en 2018, quand Salvini était encore au pouvoir, une sorte de comment on dit, nostalgie du fascisme. Et j'ai trouvé ça vraiment effrayant que ces thématiques tellement vieilles reviennent. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, je travaillais déjà sur le fascisme, mais historique, donc des années 40, 30, 40. Et je trouve effrayant qu'on soit maintenant en 2020 et que je sois encore dans ces thèmes et que ce soit encore d'actualité. J'étais sûr, j'étais un peu naïf, mais j'étais sûr que ça allait disparaître. Et en fait, non. Nous mangions ensemble une fois par semaine de 1985 à 2001, ça c'est votre histoire, c'est oui. Une partie de votre histoire. Voilà. Je ne l'ai plus vu de 2001 à 2004, année de son décès probablement, oui. Votre grand-père. Il dira, Mussolini, il était comme ça, mon grand-père Carlo. Oui, il disait, Mussolini c'est comme ça. Oui, il avait cette sorte de respect pour Mussolini. Et ce qui était bizarre, c'est que on l'a pas su, on l'a su en 2001. Ma sœur s'est convertie au judaïsme et en fait mon grand-père a décidé de plus la voir, de déchirer toutes les photos, alors qu'on ne savait pas du tout qu'il était antisémite.
Et tout d'un coup, il a eu ce truc super violent où cette partie-là, quoi, ma sœur, tout d'un coup, elle n'existait plus pour lui. Et donc après, je ne l'ai plus vu. On a eu une discussion par rapport à ça. Et ensuite, j'ai refusé de le voir jusqu'à sa mort. Je l'ai vu à la veille de sa mort à l'hôpital. Mais j'ai l'impression malgré tout qu'il est victime de cette histoire-là, que ce n'était pas quelqu'un vraiment de méchant, mais c'est plutôt une sorte de victime de l'histoire, de ses idéologies. Et finalement, ces idéologies, elles ont quand même quelles qu'elles soient, elles ont quand même des conséquences violentes sur nos vies personnelles. Et donc c'est un peu, ce travail-là est un peu sur ça, pour montrer que c'est pas juste de la politique qui se fait dans les livres, mais ça a des répercussions vraiment directes sur les gens. Et ça, je veux dire, ça a toujours des répercussions directes sur les gens. Donc il ne faut pas les prendre à la légère ou je crois que par exemple voter est vraiment quelque chose une responsabilité énorme et on ne peut pas mettre tout. Je sais pas, j'entendais là aux élections américaines des gens qui disaient on peut voter Trump ou Biden, c'est la même chose parce que de toute façon ils sont vieux les deux. Non, il y en a un qui est antidémocratique, qui veut pas rendre le pouvoir, qui suit pas les règles, qui est contre l'état de droit, et donc c'est pas du tout le même projet politique. Votre grand-père, donc Carlo, c'est ça, oui. a été aussi victime, vous disiez qu'il a été victime de politique ou d'une certaine forme d'embrigadement, il a été aussi victime finalement de représentation. Oui. Est-ce qu'on est là devant peut-être une des clés de compréhension de cette exposition ou d'une partie de votre œuvre ou de ces 2 ans de travail qui finalement, si j'ai bien suivi ce que vous nous disiez, est un travail sur lequel vous revenez, puisqu'il y a quelques années, vous aviez déjà travaillé sur cette question-là des migrations, qui finalement, on le comprend, est une question éminemment personnelle. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est vraiment une clé du travail et c'est vraiment une grande partie de mon travail, c'est de montrer comment l'histoire personnelle et la grande histoire se clashent, se contaminent ou se définissent, en tout cas l'histoire personnelle se retrouve définie par une grande histoire et que finalement, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on est vite victime des grands mouvements sociaux qu'on traverse. Et on a il y a quelques êtres exceptionnels qui arrivent à être indépendants de ça et même de les contrer, mais ça reste pour la plupart des personnes, dont moi-même, c'est extrêmement rare en fait, que les gens aient la force de se battre contre ces choses. C'est pour ça que je ne lui donne pas une immense responsabilité dans son antisémitisme. Mais vous lui opposez une photo du Parlement européen. Oui, donc cette image du Parlement européen vide, qui est la réponse qui devrait être la réponse. Ouais. Qui est juste une sorte de réponse inexistante de l'Europe. Ouais, une grande déception. Et c'est marrant, parce que cette exposition avait été montrée au Drawing Room à Londres. Et en fait, on a montré ça le jour où le Brexit devait être... ouais, donc le peuple britannique avait voté et ensuite c'était effectif. Et après, ils ont rallongé. Donc le jour où on a montré ça, c'était le premier jour du Brexit. Donc ça marchait aussi pour le Brexit. Et puis là, on a deux hommes la tête en bas. Ils font un peu clown parce qu'ils ont des habits de la Renaissance, mais c'est les habits de la Renaissance, c'est pas des clowns. Et en fait, c'est les peintures infamantes du XVe siècle. En fait, dans la Florence du XVe siècle, comme ça, quand il y avait un haut dignitaire ou un homme politique qui avait qui avait été tout d'un coup traître ou qui avait volé de l'argent ou qui avait commis des trucs répréhensibles, on mettait son portrait à l'envers pour montrer qu'il était frappé d'infamie. Et en fait, ça a été un dispositif qui est resté. Et encore maintenant,
j'avais suivi l'année passée l'élection les votations pour Salvini là, en Roumanie, Émilie-Romagne. Il y avait des portraits à Bologne de Salvini la tête en bas pour montrer qu'on était contre. Mais là aussi, il y a un choc des images, sans référence dans ce que je dis, mais un choc des époques aussi, puisqu'on peut y voir une allusion à ce qui est arrivé à Mussolini finalement. Oui, exactement. Ouais, c'est aussi évidemment cette image et l'écho de cette image de Mussolini et sa femme qui sont pendus la tête en bas et lapidés par la foule. Donc en fait, oui, exactement. En fait, je travaille beaucoup avec la survivance des images, des motifs finalement, un motif qui apparaît au XVe siècle trouve un autre écho au XXe et encore réel aujourd'hui en 2021. Donc je pense plutôt des images des fois comme des virus qui mutent, qui changent, mais qui sont toujours consistants et qui apparaissent tout d'un coup. Question d'Aline de la rédaction du Chantier. Et donc là, vous avez utilisé une autre méthode, la sanguine, c'est ça? Exactement. Et pour quelle raison? Parce que le dessin original est un petit dessin à la sanguine, uniquement à la sanguine. Et là, j'ai mélangé avec du fusain, parce que je me disais que ça donnait un peu ce côté plus dessin classique. Donc ça cite un peu la source. Ouais. Et puis la dernière image, c'est une copie de la gravure de Goya. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Et j'avais l'impression qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, où on est tout le temps titillé par l'affect, finalement ça nous endort notre raison et on devient juste des sortes de boules affectives qui réagissent au premier truc. On est constamment choqué pour des choses imbéciles. Et je trouvais que cette image, tout d'un coup, elle avait une grande actualité. Merci Marc Bauer. Merci à vous. On voit l'importance de s'arrêter sur les images et de les décortiquer ou au moins de les questionner à travers le temps, à travers les significations, les représentations. Oui, je pense que c'est vraiment ça. On croit souvent que maintenant, comme on est noyé par un flux d'images, on comprend, on est des pros de la lecture des images, mais malgré tout, elles ont toujours un pouvoir énorme. Du reste, on voit comment toutes les dictatures s'en servent. La première chose qu'on fait, c'est s'occuper des images. Donc il faut absolument rester critique face à elles. Merci beaucoup. Merci.